Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour un webinaire Aquagir et EduRénov de la Banque des Territoires. On va parler aujourd'hui de désimperméabilisation des cours d'école, de gestion des eaux pluviales, de gestion intégrée des eaux à la parcelle. Enfin, voilà, on va parler de l'eau dans les bâtiments, notamment dans les écoles et autour de l'école. Et on va donc passer une heure de webinaire ensemble. Voilà, donc on va vous représenter avec Lucretia les programmes d'accompagnement Aquagir et du Rénov. Et ensuite, on passera la parole à nos différents intervenants. Donc aujourd'hui, on a plusieurs structures. Donc l'ADOPTA qui est présente, l'ATEP et aussi la commune de Lancieux. Donc voilà, donc on va représenter tous les intervenants par la suite, mais on a un beau programme. Donc on va essayer de faire nos présentations même si le programme est assez riche, en 45 minutes. Et ensuite, on gardera du temps à la fin pour des questions et des réponses. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à les poser dans le chat directement dans la conversation, on essayera d'y répondre au fur et à mesure, soit on prendra du temps à la fin, vous pourrez activer votre micro et on essaiera d'y répondre du mieux possible. Voilà, donc je commence les présentations par une petite présentation d'EduRénov, ensuite Aquagir, et ensuite on passe la parole à nos intervenants et au cœur du sujet. Donc je me présente, donc moi je m'appelle Maxime Lux, je travaille sur le programme EduRénov, je suis chef de projet communauté EduRénov, je m'occupe notamment de l'organisation de webinaires et de valorisation de projets réalisés. Alors, moi je travaille à la caisse, donc à la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, c'est une institution publique qui a été créée il y a 200 ans et qui a notamment une mission d'intérêt général et de gestion des livrets A, une partie de l'argent qui est sur les livrets A. Donc on utilise cet argent-là pour faire des prêts, pour investir sur des projets, sur les territoires. Et la Caisse des dépôts, via la Banque des territoires, a créé des programmes d'accompagnement pour les collectivités pour différents sujets, pour accompagner les territoires sur la rénovation des écoles via le programme EduRénov, et également sur d'autres sujets, par exemple Action Cœur de Ville, Petite Vie pour demain, le programme Aquagir pour la gestion de l'eau, etc. Donc EduRénov, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'accompagnement des collectivités qui a été lancé il y a 3 ans par la Banque des Territoires et qui a un seul objectif, c'est de faciliter pour les collectivités la rénovation des bâtiments scolaires. Donc, à savoir, il y a 60 000 bâtiments scolaires en France. Une très grande partie doit être rénovée parce que du coup, problème de consommation d'énergie, d'inconfort, etc. Donc, on propose voilà, des accompagnements pour vous, collectivités, pour vous aider à passer à l'action et à rénover vos bâtiments. Et on propose notamment 3 types d'accompagnement, à savoir des ressources, de l'ingénierie et du financement. Concernant les ressources, on a fait un certain nombre de guides sur différents sujets, donc sur comment faire un diagnostic de son bâtiment scolaire, comment végétaliser les cours d'école. Donc, on a un petit document qui présente ça, comment gérer la surchauffe dans les bâtiments, comment se faire aider, comment trouver des subventions. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet, sur la partie ressources, tous les documents qui sont disponible pour vous aider à trouver des bonnes idées. On fait aussi beaucoup de retours d'expérience de projets réalisés. Donc voilà, donc on a le document sur la végétalisation qui montre un peu comment s'y prendre pour passer à l'action et on a aussi quelques informations un peu chiffrées dans le document-là qui peuvent être utiles. Et particulièrement, je ne vais pas être trop loin, mais c'est un peu la dernière présentation que je fais sur la partie ingénierie. On est la Banque des territoires. On peut faire des prêts pour vous accompagner sur votre projet, notamment des prêts à des taux qui sont assez attractifs parce qu'ils sont calés sur le taux du livret A. Et en amont de ça, on peut vous aider sur des études d'ingénierie. Donc concrètement, on a recruté des bureaux d'études et on peut leur demander d'intervenir chez vous pour réaliser une étude, pour débloquer des situations, pour vous aider à passer à l'action. Et notamment, on a des études sur la partie énergétique, sur la partie plan de financement, mais on a aussi des études depuis assez récemment sur la partie confort d'été, des diagnostics express pour l'amélioration du confort d'été et aussi des études sur la faisabilité pour végétaliser une cour d'école.
Donc voilà, donc si vous avez un besoin, n'hésitez pas à rejoindre EduRénov si ce n'est pas déjà le cas. C'est gratuit et c'est non engageant. On pourra vous financer une étude, certainement à 100%, pour vous aider à passer à l'action. Voilà, je ne serai pas plus long là-dessus. Je passe la parole à Lucretia sur la présentation du programme Aquagir. Bonjour à tous, je suis ravie de vous voir si nombreux ce matin. Je suis Lucretia Le Tourneur, du coup, la chargée de projet communauté eau d'Aquagir, donc le pendant d'EduRénov pour l'eau. Si vous connaissez peut-être EduRénov depuis longtemps, je pense que, enfin voilà, Aquagir est une deuxième communauté. Et on sait en tant qu'élu, en tant que technicien du territoire, vous êtes les premiers acteurs de notre société à devoir affronter les conséquences notamment de la raréfaction des ressources en eau au niveau local, des inondations de plus en plus fréquentes. On peut penser aussi à la dégradation de la qualité de l'eau, le vieillissement aussi de vos infrastructures, peut-être du patrimoine de l'eau. Et c'est pour ça que dans le cadre du plan eau national, la Banque des territoires s'est engagée en 2024 à répondre aux besoins d'investissement que pouvaient avoir les collectivités sur un petit peu tous les sujets liés à ce cycle de l'eau, qui est de plus en plus fragilisé aujourd'hui. Et on a dédié une enveloppe de 4 milliards d'euros à investir dans 1600 projets entre 2024 et 2028. Donc cette enveloppe est encore appelée à augmenter dans ces prochaines années. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà, l'annonce sera faite dans pas trop longtemps. Et c'est du coup ainsi qu'est né Aquagir, le programme eau et voilà, qui accompagne les élus et les collectivités, du coup de l'acculturation, donc plutôt sur des sujets de sensibilisation, progression, apprentissage sur les sujets de l'eau, à du coup la mise en place de solutions concrètes. Donc comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Max, je veux bien que tu passes la deuxième slide, s'il te plaît. Merci. On essaye au maximum de faciliter en fait votre passage à l'action en mobilisant l'ensemble de nos offres et services à la Banque des Territoires. Donc, comme vous le voyez sur cette image, on vous suit et on ne le fait pas seul, parce qu'en fait, on le fait en écosystème avec tous les partenaires qui sont sur cette slide, qui co-construisent avec nous la vision et les actions de ce programme pour qu'on soit alignés. Donc, comme vous voyez sur la roue, on a plusieurs, enfin voilà, c'est une progression, c'est un parcours. Donc, on vous propose déjà sur les aspects d'acculturation, on vous propose 2 outils digitaux qui sont à votre disposition complètement gratuitement. Il y a déjà aquagir.fr, qui est une sorte de grande plateforme d'information qui prend la forme d'un parcours d'apprentissage pédagogique sur les différentes thématiques de l'eau, et sur lequel notamment, je pense qu'en tant que collectivité, enfin voilà, vous pouvez retrouver 600 retours d'expérience de collectivité sur des projets eau divers autour de la France, qui pourront peut-être vous servir d'inspiration. Vous trouvez des articles de fond. Vous avez aussi un moteur de recherche pour identifier notamment les financements qui sont à votre disposition pour vos projets, et un autre moteur de recherche pour rechercher notamment les prestataires de services qui vont, voilà, qui les plus près de chez vous, qui vont du coup pouvoir vous aider à mettre en place vos projets. Ça, c'est le premier outil digital. On en a un deuxième qui s'appelle AquaRepère, qui vous permet en fait de faire un premier diagnostic territorial de votre ressource en eau et de vos masses d'eau de manière générale, et qui du coup vous permet voilà, de visualiser grâce aux données publiques l'état de votre ressource en eau et notamment de cibler peut-être un petit peu mieux vos vulnérabilités. On a des crédits d'ingénierie qui vous sont transmis notamment par nos directions régionales, qui prennent un petit peu la forme d'une ingénierie d'aide à la décision. Donc, par exemple, l'appui à l'élaboration de schémas directeurs, à la planification de diagnostics de vulnérabilité sécheresse ou inondation de ce type-là. Un appui à la mise en place, donc plutôt juridique et financier aussi à ce niveau-là. Et un appui à l'innovation. Bien sûr, on a aussi notre fameux prêt transformation écologique qui, du coup, pour l'eau, prend la forme de ce qu'on appelle un aquaprêt, qui vous aide du coup à financer vos projets eau au taux du livret A, plus 0,5%. Et on a aussi des investissements en fonds propres et quasi-fonds propres, où on prend en fait des prises de participation dans des corporate ventures, voilà, qui proposent des services innovants pour les territoires. Et enfin, on vous aide à sécuriser votre projet à travers ce qu'on appelle la consignation environnementale et la consignation expropriation.
qui peut notamment vous aider pour l'acquisition de terrains stratégiques liés à la ressource en eau, notamment par exemple pour la protection de vos captages d'eau. Et on vous aide bien sûr à mettre en place votre projet avec la mobilisation de toutes les filiales de notre groupe. Donc sur l'eau, ça va beaucoup être voilà, les Aegis, l'Asset, Suez. Voilà. Euh, je vais avoir du coup l'honneur aussi ce matin de présenter nos différents intervenants. Euh, donc voilà, j'ai l'honneur d'accueillir Jérémy Steninger, Franck de Grasse, David Lee, qui vont nous faire un petit peu naviguer ce matin notamment dans le changement de paradigme qui est à l'œuvre aujourd'hui quand on parle de gestion des eaux pluviales à l'échelle du bâtiment public et dans les solutions terrain du coup qui sont à disposition des collectivités. Euh, voilà, donc laissez-moi vous les présenter en quelques mots. Jérémy est un expert reconnu des enjeux de gestion durable de l'eau. Il est délégué général de l'ATEP, qui est un syndicat qui rassemble notamment les acteurs du traitement des eaux à la parcelle. Par ailleurs, il est aussi premier adjoint au maire de Fèche-le-Châtel et élu référent des petites villes de demain. Donc, il incarne un peu cette double casquette, une approche à la fois concrète et pragmatique avec cette double casquette élu et expert de l'eau. Je vous présente Franck aussi, directeur général d'Adopta, qui est du coup une association qui travaille depuis 25 ans dans la gestion durable et intégrée des eaux pluviales. Voilà, expert reconnu lui aussi, il fédère un réseau en fait de près de 200 professionnels pour promouvoir des solutions qui sont voilà, alternatives, accompagner les porteurs de projets et lever les freins de l'innovation quand on parle de la GIEP. Et au-delà de son engagement à Adopta, Franck, j'aime bien présenter différentes casquettes. Franck est aussi fondateur de la Nouvelle Empreinte, qui est une structure qui accompagne les organisations dans leur transition écologique et managériale. Donc, son credo, c'est de la croissance intérieure au changement extérieur. Donc, il transforme les leaders et les cultures d'entreprise pour en faire des leviers d'impact positif. Donc, voilà, il a aussi ce double regard, à la fois expert des eaux pluviales et facilitateur de transformation collective. Enfin, David, on a la chance de vous avoir aussi parmi nous. Vous êtes l'ancien conseiller municipal de Lancieux et ingénieur en bâtiment aussi à côté de ça. David vient du coup témoigner en tant que collectivité d'un chantier qu'il a suivi de très près à Lancieux. La désimperméabilisation, végétalisation, récupération, infiltration des eaux de pluie de l'école et de la poste de Lancieux. Donc voilà, il témoignera des impacts de ce beau projet sur le moyen terme et notamment des bénéfices pédagogiques que ces travaux ont permis. Franck et Jérémy, je vous laisse attaquer sur le changement de paradigme qu'on peut trouver en ce moment sur la gestion des eaux pluviales. Merci Lucretia pour cette présentation. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je vais avec Jérémy introduire la suite du webinaire et je suis en charge en tout cas de vous présenter le changement de paradigme qui est un changement de paradigme qui est aujourd'hui nécessaire au regard du sujet quand on parle de gestion durable et intégrée des eaux pluviales, de désimperméabilisation, de végétalisation ou encore de renaturation des espaces. On ne peut plus aujourd'hui imaginer aménager notre environnement comme on l'a fait il y a encore quelques dizaines d'années. Et c'est pour ça qu'on parle effectivement d'un changement de paradigme. Alors vous voyez en haut du tout tuyau à la gestion durable et intégrée des eaux pluviales. On hérite d'une situation où à une certaine époque, on mettait, et on met encore parfois, du tuyau pour évacuer les eaux pluviales et les eaux diverses. On appelle ça les eaux, les réseaux unitaires. On le verra après dans le retour d'expérience. Et donc, on hérite de cette forme d'aménagement, d'une logique d'aménagement où on cherchait justement à évacuer, à collecter et évacuer le plus rapidement possible l'eau en dehors de la ville. Et aujourd'hui, on le faisait pour de bonnes raisons à l'époque, hein, puisque si on fait un petit peu d'histoire, on remonte à la fin du 19e siècle. Pourquoi il fallait absolument rejeter l'eau le plus loin possible de la ville? Parce que à cette époque-ci, la gestion des déchets n'était pas réalisée et les habitants, le plus souvent, jetaient leurs déchets dans la rue. Et vous imaginez que le mélange des déchets et des eaux de pluie a entraîné à cette époque-là beaucoup de maladies liées à l'eau.
et notamment beaucoup d'épidémies, notamment d'épidémies de choléra. Et donc, à l'époque, cette technique, cette approche dans l'aménagement, cette philosophie d'aménagement était la bonne. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, vous l'aurez compris, on ne gère plus du tout les déchets de la même manière. Par contre, on est face à des nouvelles problématiques d'îlots de chaleur, d'imperméabilisation des sols, d'artificialisation des sols, de problèmes de fréquences récurrentes de sécheresse, d'inondations. Et là, on a encore quelques épisodes, notamment cette fin du mois de mai, qui nous montrent l'ampleur du problème, notamment du dérèglement climatique. Et en fait, on est face à des nouvelles problématiques. Et face à une nouvelle problématique, il faut qu'on change de logique d'aménagement. Ça, c'est un message important. Et donc, il faut changer de regard sur l'eau. Et c'est pour ça que dans cette philosophie, on parle évidemment de gestion des eaux pluviales comme une richesse. Donc, l'eau, il faut l'avoir comme une richesse et non plus comme un déchet. Voilà, donc surtout, il faut conserver l'eau, ralentir le cycle de l'eau, et c'est ce qu'on va vous présenter dans les slides suivantes. Je pense que je laisse la main à Jérémy. S'il est encore parmi nous. C'est un problème de son. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Ah, désolé, excusez-moi. Bon, bah alors vous avez tout perdu. Mon bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, l'eau s'est imposée comme un enjeu central de la décennie et notamment du mandat en cours qui vient de démarrer, le mandat 2026-2032, avec des enjeux assez forts parce qu'on a quand même le plan eau de 2023 qui a fixé un objectif de réduction de 10% des prélèvements en eau d'ici 2030. Il y a un enjeu fort qui est sur la table aujourd'hui de la France avec la transposition de la directive eaux résiduaires urbaines 2, qui va imposer de refondre notre gestion des eaux usées, notre gestion des eaux pluviales à l'échelle nationale. Et puis, on a, comme le disait Franck, effectivement, les effets du changement climatique qui sont de plus en plus présents, et on les a vécus encore tout récemment, et on les vit finalement au quotidien aujourd'hui, avec des épisodes de plus en plus extrêmes, où on va alterner des périodes de canicule, des périodes de sécheresse, mais également des épisodes pluvieux intenses, où on se rend compte que notre parc immobilier est bien souvent ancien et inadapté à tout cela, ce qui fait qu'aujourd'hui, le mandat à venir est vraiment le temps de passer de l'intention à l'action et finalement d'intégrer l'eau comme une composante intégrante de la transition écologique. Donc, on peut passer à la slide suivante. Et effectivement, pour illustrer le changement de paradigme, donc je ne reviendrai pas sur les eaux pluviales, puisque Franck en a très bien parlé avec la gestion durable et intégrer des eaux pluviales, mais effectivement, il y a le changement de paradigme à l'échelle de la collectivité avec l'approche hygiéniste qui vient être challengée par le changement climatique et l'évolution. Et il y a l'approche bâtimentaire, c'est-à-dire qu'on a toujours traité les flux en flux entrant-sortant. On faisait rentrer de l'eau potable, on sortait des eaux usées qu'on évacuait, on collectait des eaux pluviales, on les évacuait le plus vite possible aussi. Donc, c'était l'approche bâtimentaire d'hier. Et aujourd'hui, on voit on doit entrer totalement dans un changement de paradigme avec différents niveaux d'échelle. Déjà sur l'eau potable, un premier niveau qui sera de réduire nos consommations d'eau potable. À un deuxième niveau où on voit que la récupération et utilisation d'eau de pluie nous permet aussi de venir substituer un certain nombre d'usages de l'eau à l'échelle du bâtiment. Et au niveau des eaux usées, on a une nouvelle approche aussi, on le verra dans la présentation, avec tout d'abord la réduction à la source, c'est-à-dire on peut utiliser aujourd'hui des urinoirs secs ou des toilettes sèches qui permettent de réduire l'usage de l'eau, de supprimer à la source cet usage-là, mais on peut aussi recycler les eaux grises. Donc, je vous expliquerai qu'est-ce que sont les eaux grises, ce sont les eaux de salle de bain qui permettent d'être réutilisées pour venir substituer certains usages de l'eau potable. Donc, on voit qu'on a un changement de paradigme au niveau du bâtiment. On n'a plus des flux entrants et sortants, mais des interactions et du recyclage, de l'utilisation et de la réduction. Finalement, la politique des 3 R qu'on applique aux déchets, on peut l'appliquer aujourd'hui à l'eau avec un changement de paradigme à l'échelle du bâtiment et où on peut en profiter des effets directement. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'aux des différentes échelles d'intervention, on voit que d'agir sur son parc bâtimentaire, on en récolte les fruits directement et on verra au travers des retours d'expérience.
Donc, ce qui nous amène, je pense, aux trois grandes questions qu'on va essayer de traiter dans ce webinaire. Comment désimperméabiliser et renaturer une cour d'école? Comment améliorer la gestion des eaux pluviales à l'échelle de la parcelle? Et comment faire de la sobriété hydrique dans les bâtiments, donc avec tout ce qui est solution d'équipement hygroéconome, recyclage des eaux grises, réutilisation des eaux de pluie. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de creuser dans ce webinaire. Merci Lucretia. Donc moi je vais vous présenter voilà, en première partie assez rapidement la boîte à outils générale de la gestion durable et intégrée des eaux pluviales. C'est en gros les grandes solutions qu'on peut appliquer en termes d'aménagement. Vous retrouvez trois grandes catégories. Des solutions fondées sur la nature qui vont faire une belle part de ma présentation sur un retour d'expérience qui aura lieu après. Donc ces solutions fondées sur la nature, on va retrouver la noue d'infiltration, enfin diverses solutions, de la noue d'infiltration jusqu'au mur végétalisé, la toiture végétalisée, par exemple. Ensuite, la troisième catégorie, ce sont l'ensemble des revêtements perméables, hein, là on parle de désimperméabilisation, et puis les ouvrages enterrés, les chaussées à structure réservoir, les tranchées d'infiltration. Donc là, ce sont plutôt des structures de voirie qu'on voit le moins souvent. Je peux passer, Lucretia. Et donc, si on se concentre un peu sur, en particulier, les solutions fondées sur la nature, voilà, leur principal atout, c'est vraiment de ralentir, stocker et infiltrer l'eau, favoriser l'évapotranspiration, et c'est un sujet qui va devenir très important dans les années à venir, puisque l'évapotranspiration permet de lutter contre les îlots de chaleur et donc de créer des zones de fraîcheur. Elles permettent justement, ces solutions, d'envisager des aménagements multifonctionnels, on le verra après dans le retour d'expérience, de renforcer, puisqu'on a un triptyque qui est lié à l'eau, au sol et aux végétaux, et donc par ce biais-là, par ce triptyque, on peut renforcer la biodiversité et les différentes trames. Et donc, évidemment, ne pas oublier que ces solutions, vous le voyez sur la photo, peuvent largement améliorer le cadre de vie, y compris dans la mise en scène de l'eau dans la ville. Petite définition, la noue qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment dans les aménagements paysagers. C'est pas une noue, c'est pas un fossé comme on pourrait souvent l'imaginer. Vous le voyez dans la description technique. Une noue, c'est vraiment une petite dépression, pas toujours linéaire. D'ailleurs, on préfère que ce soit de moins en moins linéaire, plus que beaucoup plus esthétique. Et on le verra aussi dans le retour d'expérience. Ce sont souvent des zones surfaciques avec une légère dépression qui vont à minimum de 30 à 40 cm. Voilà. Et donc ça permet justement de recueillir les ruissellements directs, diffus ou localisés, ou d'être alimenté via l'apport de canalisation. Là, vous avez quelques exemples, hein, différents exemples de noues sur différents territoires de la France. Voilà, donc on peut vraiment faire beaucoup de choses, et vous voyez, hein, ce ne sont plus des noues simples de première génération, simplement engazonnées, mais ce sont des noues maintenant qui sont fortement végétalisées. Et donc pour vous expliquer concrètement comment végétaliser et désimperméabiliser un espace, on a pris l'exemple de la cour d'école, en l'occurrence c'est le cas de l'école Kléber-Perrault à Malo-les-Bains, dans le nord de la France, avec trois acteurs principaux, la communauté urbaine de Dunkerque, la ville de Malo-les-Bains et la maîtrise d'ouvrage la maîtrise d'œuvre qui était Phytolab, avec un budget d'environ 690 000 €. En termes de surface, là on va présenter justement cette cour d'école, hein, donc il y a environ 6 000 m², vous verrez après que c'est vraiment une cour traditionnelle comme on l'a très souvent connue. Cette cour et l'ensemble des surfaces actives sont connectées à un réseau unitaire, et donc il y a un fort impact sur le milieu environnement, notamment la mer. On a une bonne perméabilité, hein, 10.4, donc il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Par contre, quelques contraintes, notamment, il faut y penser, les contraintes réglementaires comme les contraintes d'accès pompier, et puis une temporalité très courte dans la mise en œuvre du projet entre l'étude et la réception. Il y avait vraiment très peu de temps, donc il a fallu être
très actifs sur la mise en œuvre du projet. Là, vous avez des exemples de photos de la cour avant, donc c'est ce que je disais, un cours vraiment traditionnel comme on les a souvent connus, en tout cas, voilà, donc très, très, très minéral, hein, très bétonné, avec un peu d'espace vert, mais bon, c'est de l'espace vert très, très classique. Et donc, vous imaginez les enfants évoluer dans ces milieux-là. Je pense qu'on a d'autres photos après. Là, tu peux passer, voilà. Donc là, vous avez, donc après, en phase d'avant-projet, les premières esquisses de cette cour. Et donc là, ça saute aux yeux. On voit essentiellement une approche vraiment de désimperméabilisation, de revégétalisation, de renaturation, et puis surtout d'études paysagères et d'études des usages des enfants, puisque l'un des objectifs, c'était vraiment de faire, au-delà d'une cour oasis, une cour vraiment multifonctionnelle avec une importance très importante sur la pédagogie, notamment en lien avec la transition écologique. Là, vous avez justement les phases d'avant-projet, la phase d'avant-projet avec la cour existante. Hein, donc, vous pouvez constater que avec les chiffres, elle était à peu près, cette cour est imperméabilisée à environ 70%. Donc c'est quand même assez conséquent. Et donc le travail réalisé par les bureaux d'études a constitué progressivement à désimperméabiliser, étudier la déconnexion des eaux pluviales pour arriver à une surface perméable, donc qui infiltre l'eau d'environ 80% pour un budget de 690 000 euros. Là, techniquement, vous pouvez voir, voilà, donc toutes les surfaces actives, c'est ce qu'on peut repérer notamment via les surfaces de toiture. Hein. Donc c'est au total 2935 mètres carrés de toiture qui ont pu être déraccordées du réseau, c'est-à-dire qu'on arrête d'envoyer l'eau de pluie directement dans les réseaux, mais on la conserve sur place et on l'infiltre sur place. Et pour ça, bah voilà, on va chercher les différentes toitures là, de l'école primaire et d'école maternelle. Et puis on va étudier comment on va pouvoir acheminer cette eau dans des espaces, notamment, comme je le disais en introduction, plusieurs nous. Là, sur cette photo, vous avez 4 nous, donc une noue centrale, une noue d'entrée, qui sont représentés en bleu, et puis des bassins d'infiltration hein, qui collectent un peu plus d'eau et qui infiltrent à débit limité. Donc voilà. Et puis vous voyez en vert tous les aspects végétaux et piétonnement pour circuler dans cette cour qui est une cour vraiment un parc paysager. Là, vous avez une photo de phase de réception. Donc, vous voyez la transformation, hein, c'est assez impressionnant. Entre la photo du début et la photo aujourd'hui, il y avait vraiment un projet ambition à la fois de cour oasis, mais vraiment un gros programme pédagogique sur ce projet, avec vraiment l'intention de faire comprendre aux enfants les notions de biodiversité, de cycle de l'eau et de retour au cycle naturel de l'eau d'ailleurs. Quelques autres photos sur des angles différents, avec pas mal, vous voyez, hein. On voit vraiment que les espaces végétalisés, les espaces verts reprennent le dessus sur le béton et les enrobés. Là, vous voyez sur la photo de droite, hein, donc ça, c'était un des points forts de ce projet, c'est qu'il y a eu vraiment, et ça c'est un point important, et ça fait partie des principes de la gestion durable intégrée des eaux pluviales, cette phase de concertation, à la fois avec les enfants, le corps enseignant, mais aussi l'agence d'urbanisme de Dunkerque, qui ont vraiment pris en compte le projet souhaité par l'école primaire et l'école maternelle. Évidemment, vous l'avez compris, avec les lots végétalisation, il faut absolument appliquer les services techniques et notamment les espaces verts qui seront en charge de ces entretiens pour pouvoir les embarquer et les impliquer tout de suite dans le projet. Une des erreurs les plus courantes, c'est qu'on fait les projets et puis à la fin, on se pose la question comment on va gérer tout ça. Donc là, il faut vraiment mettre, c'est un point clé important, il faut vraiment mettre l'ensemble des acteurs, des parties prenantes autour de la table. Et donc là, c'était un des points forts du projet, un dialogue constant entre, je dirais, la ville de Dunkerque et le quartier de Malo-les-Bains,
la CUD, et vous voyez le résultat avec vraiment des espaces qui sont délimités, mais avec des usages très différents, des zones actives, sportives, des zones de détente, de convivialité, des zones de nature pédagogique. Et là, vous avez vraiment un projet exemplaire en termes à la fois d'usage et de déconnexion des eaux pluviales, et à la fois de rafraîchissement possible. Enfin, vraiment, les enfants auront vraiment un cadre à la fois sécurisant et agréable en termes de fraîcheur pour les années à venir, et puis surtout de pédagogie. Et là, c'est un point extrêmement important parce que les enfants souvent transmettent aussi, ils sont capables de transmettre cette pédagogie à leurs parents. Et donc, c'est vraiment des projets qui sont symboliques, notamment pour les élus des collectivités. Voilà, je vous remercie, et donc je cède la parole à Jérémy qui va nous parler du bâti. Merci. Donc, merci. Je vais prendre la suite, effectivement, et continuer, passer de zoomer encore un peu plus sur la parcelle et venir au bâtiment. Donc, déjà, pourquoi s'intéresser finalement au bâti scolaire, éducatif et sportif? Parce que c'est un enjeu stratégique. Pourquoi c'est un enjeu stratégique? Parce que c'est 50% du patrimoine bâtimentaire d'une collectivité. On a 58 000 établissements scolaires, 52 600 équipements sportifs d'intérieur, et ça représente 130 millions de mètres carrés. Donc, c'est vraiment la moitié du parc immobilier des collectivités territoriales. Et en plus, on accueille une grande population, hein. Il y a 10 millions d'élèves et 1 million de professionnels. Et il y a une opportunité, une grosse opportunité finalement autour de ce sujet-là, parce que selon les données du ministère de l'Éducation nationale, il y a 80% des écoles qui ont besoin d'une rénovation. Donc, puisque quand on engage une rénovation de l'école, pourquoi ne pas engager dans cette réno la sobriété hydrique? Et puis pareil, l'ANS, l'Agence nationale du sport, elle nous dit que 40% des équipements sportifs ont plus de 25 ans. Donc en fait, on a une opportunité au travers des rénovations de ces bâtiments, et puis finalement, ce qui est porté au travers des DuRénov, d'aller au-delà de l'énergie et d'intégrer les questions de transition hydrique, de sobriété hydrique, de gestion de l'eau à l'échelle des bâtiments. Et ces bâtiments-là sont aussi des démonstrateurs de l'action publique de la collectivité, mais aussi une force pédagogique auprès des élèves, auprès des habitants, et une vitrine de l'action de la commune. Donc pour faire tout ça, il y a un cadre réglementaire qui a évolué. Il y a quand même une nouvelle donne pour les bâtiments depuis 2024. C'est-à-dire qu'il y a un décret qui a été sorti et un arrêté le 12 juillet 2024 qui fait suite au plan eau. Le plan eau promettait de lever les freins réglementaires à la réutilisation des eaux. C'est ce qui a été fait. Donc avec effectivement le renforcement de la réglementation, on pouvait depuis 2008 récupérer et utiliser l'eau de pluie. Ça a été une chose confortée. Donc, point important que je dis tout de suite et qui est intéressant, c'est que en 2008, on ne pouvait pas réutiliser les eaux de pluie à l'intérieur des bâtiments scolaires, type école maternelle, école primaire, puisqu'on accueillait des publics de jeunes enfants et qui étaient catégorisés comme un public sensible. Ça, la réglementation l'a fait lever en 2024. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toutes les écoles communales, on pu récupérer les eaux de pluie de toiture et les réutiliser pour alimenter les chasses d'eau de l'école. Donc ça, c'est un point important. Et puis un autre point qui a été levé, c'est le recyclage des eaux grises, qui n'était pas possible en France jusqu'à présent. Donc on peut récupérer les eaux de douche, baignoire, lavabo, lave-linge, pour les réinjecter sous critères de qualité. Là, on est obligé de mettre en place un système de traitement adapté et de déclarer au préfet les installations. Mais avec une qualité A+, on peut alimenter les chasses d'eau avec des eaux grises. Et avec une qualité A, on peut faire l'arrosage, le nettoyage des surfaces extérieures et des espaces verts des bâtiments. Et les eaux grises sont une opportunité formidable pour les établissements sportifs notamment. Donc avant de parler de récupération, de réutilisation des eaux, il y a un premier niveau essentiel qui est déjà maîtrisé, je pense, qui est déjà intégré dans vos projets, mais c'est important avant de récupérer de l'eau de pluie et je dirais de la gaspiller, il faut réfléchir à comment on consomme de l'eau sur son bâtiment et à la sobriété. C'est un des premiers points, et notamment la mise en place des outils, des dispositifs hydroéconomes qui sont à disposition. Il faut savoir qu'avec des mousseurs et des aérateurs de robinet, on fait des économies de 50 à 60% sur la consommation. Avec des poussoirs ou des détecteurs infrarouges, qu'on retrouve régulièrement maintenant dans les établissements scolaires, on économise 40 à 70% de son eau. Et effectivement, en allant vers d'autres dispositifs, on économise encore plus.
Et comme je parlais tout à l'heure des urinoirs sans eau, la mise en place d'urinoirs sans eau, c'est 0 litre d'eau consommée. Donc en fait, tous ces dispositifs-là permettent déjà de faire une première économie en eau. Et ce qui est intéressant pour la collectivité, enfin pour tous, c'est le retour sur investissement. Là, on sait qu'on a un retour sur investissement qui est inférieur à 2 ou 3 ans quand on met en place des outils hydroéconomes sur un établissement scolaire ou un établissement sportif. Donc on a ensuite le deuxième niveau d'intérêt, c'est de récupérer et de réutiliser. Donc il y a la récupération et l'utilisation d'eau de pluie. Donc la récupération et l'utilisation d'eau de pluie, finalement, c'est une ressource gratuite qui tombe du ciel, qu'on récupère sur le toit et qu'on évacuait jusqu'à maintenant. Donc pourquoi pas la stocker, la récupérer et la réutiliser. Donc avec la récupération d'eau de pluie, on peut alimenter les chasses d'eau, faire le nettoyage des surfaces. Donc ça permet une économie également importante à l'échelle du bâtiment scolaire. Et ça rejoint ce qu'a présenté Franck en amont, c'est que c'est une solution contributive aussi à la gestion des eaux pluviales. Donc là, je peux vous présenter quelques retours d'expérience qui a été mis en place. Donc là, vous aurez dans la présentation plusieurs REX, mais là, je vous en présente un minimum pour pouvoir tenir le timing de la présentation. Donc au niveau d'un CFA du bâtiment et des travaux publics en Occitanie, donc en automne 2025, il y a 6 centres d'apprentis du BTP en Occitanie qui ont fait le choix d'aller vers la récupération et l'utilisation d'eau de pluie pour des usages extérieurs et leurs sanitaires. Donc ce projet il a été conduit dans le cadre d'un réseau régional avec un cofinancement de la région Occitanie au titre d'un appel à projet et un accompagnement avec 3500 apprentis qui sont accueillis par an. Donc on est sur multisite et dans un respect du décret et de l'arrêté. Donc on collecte sur les toitures les eaux de pluie avec des cuves aériennes. Là on voit des petites cuves donc, qui font de 6 à 20 mètres cubes selon les sites. Il y a la mise en place d'une filtration et un basculement automatique avec un système de gestionnaire en cas de manque d'eau dans les cuves pour pouvoir alimenter les chasses d'eau. Donc les usages qui sont faits ici, donc c'est le lavage des outils des apprentis, les réalisations de béton et tout ce qui est chasse d'eau. Donc on a un coût total du projet de 300 000 euros, dont 500 000 euros apportés par le CFA et le reste par le cofinancement de la région. Donc un autre exemple, donc un collège en Gironde, où là il a été mis en place 5 cuves de 10 mètres cubes pour faire 50 mètres cubes de stockage récupération des eaux de pluie. Donc avec ici une économie de 906 mètres cubes d'eau potable par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'une famille de 4 personnes sur 3 ans. Donc ça c'est important. Donc là aussi, ça a été fait en accompagnement avec la région et on est sur l'alimentation des sanitaires, l'arrosage des espaces verts et le lavage des sols. Et tout ça toujours dans la conformité de la réglementation de 2024. Donc, autre point, ensuite, on arrive à un autre sujet. Après la récupération et l'utilisation d'eau de pluie, il y a des sujets un petit peu plus nouveaux avec la séparation à la source, donc séparer les flux à la source. Donc, un premier sujet qui a été rendu possible avec la réglementation, c'est la récupération des eaux grises. Donc, les eaux de douche, baignoire, lavabo et lave-linge. Donc là, il y a un impact important, comme je disais, pour les établissements sportifs ou les internats. Donc, c'est des eaux qui sont faiblement chargées. Alors, elles sont valorisables après une filtration, une désinfection, un traitement, puisqu'on doit atteindre des critères de qualité A+ ou A. Les eaux vannes, là, elles sont fortement chargées, donc elles sont envoyées vers les systèmes d'assainissement. Et on a les urines avec les toilettes à séparation. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de projets qui sont menés de séparation à la source avec la mise en place de toilettes sèches ou d'urinoirs secs, où on récupère les matières finalement, récupération des urines et des fesses, avec une valorisation en agriculture de ces matières-là. Donc on peut passer au retour d'expérience. Donc là, premier exemple sur un collège à Hendaye. Donc là, je fais un petit clin d'œil, c'est grâce à la Water Family que j'ai découvert ce retour d'expérience. Ce n'est pas forcément des adhérents du syndicat qui ont été impliqués. Mais au niveau de ce collège, il a été fait le choix de mettre en place 3 urinoirs masculins et 3 urinoirs féminins secs, qui permet aujourd'hui de réduire la consommation d'eau de 350 à 500 mètres cubes par an, soit une réduction du poste sanitaire de l'établissement de 75%, et effectivement de pouvoir rentrer dans un cycle vertueux
avec une collecte sélective et un usage en fertilisation en agriculture locale. Autre exemple de toilette sèche, là, pour une application collectivité, sur la mise en place dans un parc, sur un espace public de sanitaire éco-responsable sur le Mont Ventoux. Donc là où effectivement on a des difficultés d'apporter de l'eau dans des territoires particuliers ou même dans les parcs et jardins, on peut installer des systèmes de toilettes à séparation qui apportent c'est ça qui est important à dire, hein, c'est qu'on est entre guillemets sorti de la cabane au fond du jardin. On est vraiment sur des ouvrages à séparation qui apportent le même niveau de service pour les usagers qu'on aurait avec des toilettes à eau. Donc le recyclage des eaux grises, donc c'est une réelle opportunité, hein, vraiment pour les collectivités, notamment sur les équipements comme piscines collectives, les douches, les gymnases avec des vestiaires sportifs, les stades, terrains de foot où on a des douches collectives et tout ce qui est internat et établissement d'hébergement. On peut récupérer, réutiliser les eaux grises. Et au-delà de l'intérêt hydraulique, il existe aujourd'hui des solutions aussi qui permettent de faire de la récupération d'énergie, de la récupération de chaleur sur ces eaux grises qui sont collectées, qui permettent de les valoriser également. Donc là, un retour d'expérience sur cette question-là, qui est un retour d'expérience expérimental qui a démarré avant la réglementation et qui s'est fait dans le cadre de la Solidéo et des Jeux Olympiques de Paris, sur ce qu'on appelait la base mutualisée, qui était la caserne de pompiers et commissariat de police des JO à Saint-Denis. On est maintenant entré dans la phase héritage, donc il y a eu une expérimentation de mise en place de recyclage des eaux grises par phytoépuration. Donc en fait, les eaux grises étaient récupérées, étaient filtrées, étaient ensuite envoyées pour un traitement biologique en toiture. On avait sur la toiture un système de filtres plantés pour le traitement de ces eaux. Elles sont ensuite réinjectées dans le local technique pour une désinfection. Et ces eaux, donc elles sont collectées sur les douches, les lave-mains, tout ce qui est lave-linge de la caserne des pompiers. Et ça permet d'alimenter les toilettes, l'arrosage des espaces verts et le lavage des véhicules. Et c'est un système, enfin voilà, caserne de pompiers qui tourne 24 heures sur 24. Un autre exemple là qui est du coup plus transversal, le lycée Adrien Bollard à Châteauneuf-sur-Loire, donc où là qui mixe plusieurs solutions, en fait un lycée, construction neuve de lycée, où on a intégré des exigences de labels environnementaux dès le début du projet, avec de la mise en place de toitures végétalisées, la mise en place de panneaux solaires photovoltaïques, la gestion durable et intégrée des eaux pluviales, notamment avec des ouvrages de stockage, rétention, infiltration. C'est ce qu'on peut voir là sur la photo, des cuves combinées multifonctions, et également la mise en place d'une récupération, utilisation d'eau de pluie pour pouvoir également alimenter les espaces verts, les chasses d'eau, et la réalisation sur ce projet de la plantation de 22 arbres également. Donc on voit qu'on combine les approches, qu'on rentre aussi dans les enjeux d'îlots de fraîcheur et de revégétalisation, de renaturalisation. Il y a plusieurs pièces de pulse qui s'imbriquent. Et là, sur le recyclage des eaux grises, j'arrive aux piscines, où on fait de la récupération et utilisation d'eau de pluie, du recyclage d'eau grise. Donc là, la nouvelle piscine qui vient d'ouvrir, une piscine à Rennes Métropole. On a récupéré et stocké l'eau de pluie pour une utilisation sur la parcelle, arrosage, nettoyage des plages extérieures, remplissage des laveuses de voirie, alimentation en eau froide des sanitaires et tous les usages opérationnels qu'on peut avoir et récupération de chaleur sur les eaux grises. Donc ce qui est intéressant là sur la piscine, c'est que je vous ai dit nettoyage, remplissage des laveuses de voirie, c'est qu'il y a un enjeu aussi mutualisé pour la collectivité. Et là, je vais revenir aux écoles communales sur ce sujet-là. Quand on récupère l'eau de pluie sur une école, l'été, l'école, elle n'est pas occupée. Juillet et août, c'est la période où on peut être en restriction, en stress hydrique et en restriction des usages de l'eau. Finalement, l'eau de pluie récupérée et stockée à l'école, elle peut servir aux services techniques municipaux pour la continuité de l'arrosage. Et là, je passe à un autre. On est en train de prendre un peu de retard. Si tu arrives à accélérer J'accélère, sur la fin. ouais. On le savait, mais j'accélère. C'était sûr. Donc, ce qui est important, et Franck l'a déjà dit, donc là, je vais très très vite. L'école comme école de l'eau, en fait, ça a aussi une valeur forte pédagogique. C'est-à-dire que quand on sensibilise un enfant, derrière, il va sensibiliser cet adulte
Donc, c'est un enjeu très, très fort là-dessus. Donc, c'est bon, on peut passer à la suite. Et donc, nous, on fait des propositions. Donc, je vais aller assez vite aussi sur ces propositions. C'est peut-être de fixer des objectifs chiffrés de réduction des prélèvements en eau potable pour les bâtiments publics, éducatifs et sportifs. Et aller peut-être au-delà des 10% sur les prélèvements, d'aller vers parce qu'on peut atteindre facilement du 25% de réduction d'usage. Faire des équipements sportifs publics, vraiment des démonstrateurs de la possibilité du recyclage des eaux grises et d'inscrire la culture de l'eau dans le socle commun des connaissances dans le parcours scolaire. Donc, il y a différents leviers financiers qui existent, qui sont mobilisables. Vous pourrez aller regarder tout ça auprès des agences de l'eau dans le cadre du Fonds vert et du Rénov', Aquagir. Et finalement, on voit que sur le mandat, il y a des outils qui sont prêts pour réduire la consommation d'eau potable avec les outils hydroéconomes, la récupération d'eau de pluie et puis le recyclage des eaux grises. Donc voilà, je crois que j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci Bon, beaucoup, j'étais un Jérémy peu Lézou. vite, mais... Bon, on prend du temps de toute façon à la fin pour des questions-réponses. Il y a déjà eu pas mal de questions dans le chat et je vois qu'il y a Franck qui a déjà répondu en grande partie, mais on prendra du temps à la fin pour des questions-réponses pour ouvrir les micros aussi. Et on passe à un retour d'expérience, autre retour d'expérience. David Lee Sunaram, gérant du bureau d'études Apsara et ex-conseiller municipal de Lancieux. Bonjour à tous, merci Jérémy pour votre présentation, Franck. Alors, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. J'ai été élu à la commune de Lancieux là, lors de la dernière mandature, là, jusqu'en début d'année. Et nous avons mené un projet de renaturation de la cour d'école de Lancieux en partenariat avec l'agence de l'eau. Donc on partait vraiment à la base d'une cour complètement bitumée, cerclée par des murs en béton. Et nous avons bénéficié d'un appel à projet de l'agence de l'eau, là, sur la renaturation des villes et villages, pour pouvoir financer ces travaux à hauteur de 70%. Nous avons travaillé avec Cédric Fontaine, un ingénieur en gestion des eaux pluviales, nous avons fait différents choix. Donc on a débitumé la moitié de la cour d'école, 700 mètres carrés sur quasiment 1300. On a déconnecté les eaux de toiture du bâtiment communal, quasiment 700 mètres carrés de toiture, et nous avons fait le choix de les infiltrer dans une noue située en bout de cour. Et c'est une noue à la fois d'infiltration dans laquelle on a aussi créé une tranchée d'infiltration de manière à pouvoir assurer une absorption suffisante. Donc c'est un projet qui s'est mené sur 6 mois entre fin 2022 et début 2023, qui a fait l'objet de différentes concertations entre les élèves, les parents d'élèves, les élus. Et pour cela, nous avons bénéficié de l'appui total de la maire de Lancieux, Delphine Briand, l'ancienne maire. Donc en bas du document, on peut voir l'état de la cour au départ, c'est vraiment une cour basique. Et sur ce document, en fait, j'ai cherché à retranscrire un peu toutes les étapes qui avaient permis à la cour telle qu'elle est aujourd'hui. Donc on voit des schémas d'enfants, ça c'est l'objet des cafés citoyens écoliers. Il y en a eu 2 au sein de l'école. Nous avons fait la même chose avec les parents, des samedis et dimanches matin. Et, et, euh, et c'est ce qu'on voit un peu en haut. Et après, on a eu toute une phase d'études, à la fois pour mesurer la perméabilité de la cour, des endroits dans lesquels on allait infiltrer les eaux, et toute la conception des noues pour permettre un usage aussi, pour que ça ne reste pas qu'une noue, mais que ce soit aussi, qu'on puisse aussi avoir un usage pédagogique. Si on passe à la deuxième planche, on va voir le résultat de la cour telle qu'elle est aujourd'hui. Si on descend un peu sur le document, on va voir en fait que toutes les photos en bas, c'est la noue d'infiltration. Mais c'est devenu une zone à utilité complètement pédagogique. Donc ça veut dire que c'est une zone qui est mise à disposition des enfants
en dehors des périodes de grosses pluies où là, on a de l'eau pendant quelques heures, quelques demi-journées. Mais c'est un espace qui est complètement exploité, qui permet de laisser place à leur créativité, les manières de leur laisser en autonomie. J'y suis passé hier, j'ai pris ces photos hier en fait, et on voit qu'ils sont complètement outillés. Il y a des râteaux, des pelles, des brouettes. Et cet usage, on n'aurait pas pu le faire dès la première année. C'est une évolution qui s'est faite entre les équipes pédagogiques, l'accompagnement des services techniques et les différents intervenants qui sont arrivés au cours de la première année. Donc il y a eu beaucoup d'actions pédagogiques menées dans cette course. C'est vraiment devenu un outil d'enseignement et de sensibilisation des enfants et des parents aussi. Et ça s'est fait sur les 2, 3 dernières années. Donc on s'est appuyé sur des personnes extérieures à l'école et on a transmis, au bout de 2 ans, on a transmis tous les équipements aux services techniques qui sont aujourd'hui en charge avec les équipes pédagogiques de les faire vivre, de faire vivre les différentes zones. C'est une cour un peu vivante en fait. C'est une cour qui se renouvelle sans cesse. On a des constructions, des déplacements d'installation et toujours tout organisé autour de l'eau et de la nature, de la biodiversité. Les enfants sont très sensibilisés sur tous ces sujets-là. Et, euh, et l'eau filtre depuis les toits à travers des ruisseaux en béton qui traversent la cour et arrive dans la noue. Et là, Françoise, la directrice de l'école, m'expliquait hier qu'ils avaient créé une mare justement pour essayer d'obtenir autre chose, d'observer du vivant de manière un peu plus soutenue. Donc, c'est un projet très réussi au niveau de l'usage qui en est fait. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience et puis pour les différentes interventions. Ça donne envie, on voit des belles réalisations, de la végétation, de l'infiltration des eaux de pluie. Donc, merci pour ces présentations. Donc, avec Lucrétia, on va juste vous présenter encore deux endroits où vous pouvez retrouver des retours d'expérience et on prendra les questions juste après. Mes petites questions juste avant ça. Alors, on a un questionnaire qui va s'afficher normalement euh, sur vos écrans. On voudrait juste savoir où vous en êtes dans votre projet eau pluviale, désimperméabilisation, équipement hydroéconome, etc. Donc, vous pouvez répondre au questionnaire qui s'affiche. On verra un peu les réponses. Donc, il y a des personnes qui sont en définition de projet, en conception, plutôt au début du projet. Donc, voilà, j'espère que vous avez trouvé des réponses ici. Pour vous donner des informations aussi, donc avec le programme Aide du Rénov, on fait aussi des retours d'expérience de projets réalisés. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Rénovation bâti scolaire. Et il y a une barre de recherche. Si vous mettez désimperméabilisation, par exemple, vous pourrez trouver une vingtaine de retours d'expérience de projets réalisés partout en France. Donc, vous pourrez avoir aussi des informations sur des projets concrets, en plus de ceux qui ont déjà été présentés ici. Et sur Aquagir, il y a aussi des retours d'expérience. Exactement, on a le même pendant côté Aquagir. Si vous allez sur aquagir.fr et que vous mettez la même chose dans la barre de recherche, c'est-à-dire gestion des eaux pluviales, vous allez trouver un nombre assez conséquent aussi de REX de collectivités qui pourront potentiellement vous inspirer dans votre concrétisation de projet. Merci. Eh bien, on a fini la partie présentation. On a pris un tout petit peu de retard par rapport à ce qui était prévu, mais finalement, on reste quand même dans l'heure. Et on arrive maintenant à la partie questions et échanges. Alors, il y a déjà eu pas mal de questions dans le chat. Merci Franck, notamment pour les réponses apportées. On va pouvoir les prendre au fur et à mesure. Mais peut-être, je vous propose, pour ceux qui veulent peut-être prendre la main et puis poser une question, vous pouvez lever la main. Il y a un bouton en haut, au centre de l'écran qui s'appelle Lever la main. Donc, si vous voulez poser une question directement, n'hésitez pas à, à cliquer sur le bouton. On vous donnera la main pour poser votre question directement à nos intervenants. Mais sinon, on va regarder dans le chat les questions qui ont été posées pour peut-être les prendre au fur et à mesure. Mais voilà, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton Lever la main. Alors, les questions qui ont été posées, je vais reprendre le fil des questions.
Que peut-on faire en termes de végétalisation et de gestion des eaux pluviales lorsque le sous-sol est occupé par un parking ou bâtiment en contrebas? Quand il y a quelque chose déjà en dessous du sol, quand on n'a pas de la pleine terre, est-ce qu'on peut faire quelque chose sur la végétalisation, sur l'infiltration? Peut-être Franck, Jérémy, vous avez des éléments là-dessus. Oui, donc Franck, oui, tout à fait envisageable. Alors effectivement, il y a alors, difficile à répondre directement comme ça. Il faut vraiment étudier le projet. Mais j'ai un cas justement, je suis dans l'Oise, où là effectivement il y a eu un cas comme ça qui a été étudié et ça a permis justement on peut récupérer les eaux de pluie, on peut végétaliser. Là, il faut prendre des précautions. Il y a une hauteur de terre végétale à ramener. Voilà, il faut étudier le bâti aussi. Ça peut être, c'est un sujet sensible, mais c'est tout à fait possible en prenant quelques précautions. Ok. Donc, il faut faire des études en particulier. Par exemple, avec Élie Renov, on peut financer des études de végétalisation. Donc, si c'est sur une école ou un bâtiment scolaire, peut-être qu'on peut vous accompagner là-dessus. Mais voilà, faut étudier le cas, hein, ce que je comprends bien. Il y a une autre question dans le chat. Récupérer les calories des eaux grises qui sont chaudes pour une PAC au eau. Est-ce que c'est possible? Donc, si on a des eaux grises chaudes, comment est-ce qu'on peut les utiliser par une PAC? Enfin, comment ça fonctionne, Jérémy? Je crois que tu en parlais. Il y a des solutions techniques, hein. Il y a un serpentin finalement, hein, qui est mis sur la descente d'eau grise et effectivement, on fait un transfert de chaleur, donc je pense qu'il n'y a aucun problème à la réutiliser par une PAC au eau, ouais. Après, spécifiquement dans les écoles, parfois on n'a pas beaucoup d'eau grise, hein, donc Non, chaude. c'est pertinent pour faire du préchauffage. Enfin, je pense que c'est pertinent sur une piscine, ça se fait beaucoup dans les piscines, Hmm. sur les gymnases, en logement collectif. Il faut qu'on ait, c'est vrai que ça s'étudie selon le type de bâtiment. De toute façon, c'est ça qui est important aussi, et je ne sais pas si on l'a assez dit. Du coup, je vais leur dire là, tout ce qu'on vous présente ce matin, ce sont des pièces de Pulse qui se complètent et pas qui s'opposent. C'est-à-dire qu'on peut récupérer et utiliser l'eau de pluie, on peut faire de la végétalisation, de la désimperméabilisation, on peut faire de la régulation, on peut faire des noues, on peut faire du recyclage des eaux grises. Il n'y a aucune solution qui s'oppose à l'autre. Et après, c'est en fonction du contexte, du type de bâti, de la surface disponible, qu'on va aller vers telle ou telle solution. Mais c'est vrai que le recyclage des eaux grises, a priori, sur un établissement scolaire type école primaire ou maternelle, n'est pas d'une pertinence folle parce qu'on n'a pas, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de, il y a parfois de la machine à laver, un petit peu, mais il n'y a pas de production d'eau grise importante sur un établissement scolaire classique. Merci. Il y a eu des questions aussi, mais je crois qu'il y a eu des éléments de réponse dans le chat déjà sur le confort d'été, donc végétaliser, désimperméabiliser, décrouter donc les cours d'école par exemple, ça permet aussi d'avoir des, des impacts bénéfiques sur la partie confort d'été. Il y a déjà eu des éléments dans le chat, mais est-ce que vous pouvez peut-être en redire un mot? Est-ce qu'il y a comment est-ce qu'on mesure ça? Quel ressenti ça apporte peut-être? Justement, c'est ce que je répondais dans le chat. J'ai pas d'études sous la main. Elles existent hein, forcément. Je crois que d'ailleurs, il y a un membre des participants qui a répondu. Il y a pas mal d'études, mais bon, je pense que effectivement, ça, faut savoir à le démontrer. Enfin, tout le monde comprend instinctivement. Quand il fait très chaud, vous mettez sous un arbre, vous comprenez très vite que on peut faire des gains de température de 5 à presque plus de 15 degrés en fonction de la végétation. Voilà, tout est relatif. Il faut prendre en compte le contexte et le type de végétalisation, mais c'est évident que grâce à à l'évapotranspiration, on a le meilleur climatiseur possible. C'est bien pour ça que pour lutter contre les îlots de chaleur, il faut absolument renaturer euh, la ville pour ces raisons-là et aussi pour des raisons plus favorables aussi à la biodiversité. Là, il y Oui, a on des sait réponses. que. Hmm. Je ne les ai pas sous les yeux, mais par contre, je sais qu'il y a des éléments chiffrés du côté de l'ADEME avec le programme Plus fraîche ma ville. Il y a pas mal de retours d'expérience et de données chiffrées, donc il est possible de voir des REX avec une mesure des gains. Ouais.
On parle aussi de changement d'usage, mais je pense qu'on l'a bien vu aussi dans les exemples qui étaient présentés. Donc, c'est l'occasion de penser à la désimperméabilisation, de penser au changement d'usage, euh, qu'est-ce qu'on fait dans une école, quels sont les jeux qu'on fait, est-ce que c'est que du jeu de ballon ou alors il y a d'autres choses à faire aussi. Le confort d'été, on en a parlé, donc pas mal d'opportunités pour faire un projet un peu plus complet que juste penser à l'eau finalement. C'est ça qui est intéressant aussi. En fait, il faut maintenant penser vraiment multifonctionnalité. Faut arrêter de penser avec un usage en particulier, notamment sur ces cours-là, mais d'une manière générale, hein. Les projets de gestion durable intégrée des eaux pluviales, il y a le mot intégré dedans. Et c'est très important en fait, ce sont des projets qui sont maintenant hyper créatifs. C'est-à-dire que il faut que ces aménagements soient multifonctionnels. Si je prends l'exemple de la noue, les premières générations de nous étaient des aménagements hydrauliques. Aujourd'hui, ce sont des noues prévues pour être favorables à la biodiversité et en plus gérer des eaux de pluie. Vous voyez, on renverse presque la fonctionnalité principale. Voilà. Donc il faut que tous ces aménagements soient multifonctionnels. On peut, j'ai l'exemple aussi en tête d'espaces sportifs qui peuvent être aussi des zones d'immersion en cas de forte pluie. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut laisser l'eau aussi, enfin, sur des événements extrêmes, pardon. Il faut penser vraiment de cette manière-là. Un espace sportif qui va avoir sa vocation tout au long de l'année peut, le temps de 2-3 jours, être une zone immersible. Ah, il faut juste accepter parfois que l'eau, qu'on accepte la présence de l'eau. Et ça aussi, ça fait partie d'un changement culturel, quoi. Merci. Alors, il y a encore trois petites questions. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il sera possible d'utiliser les eaux de pluie pour tous les usages après filtration dans les bâtiments? Est-ce que du coup, on pourra remettre l'eau de pluie dans le robinet directement au niveau du bâtiment ou alors ça reste quelque chose d'infaisable techniquement? C'est pas infaisable techniquement. Après, ça pose une question de quelle qualité d'eau pour quel usage. En fait, c'est vraiment le truc essentiel et fondamental. Aujourd'hui, la réglementation, cette réglementation EICH-là, elle ne permet pas les usages d'alimentation ni d'hygiène corporelle. Et en fait, c'est assez logique. C'est que finalement, on fait des efforts collectifs de production d'eau potable. À atteindre la qualité aux destinations de la consommation humaine, c'est assez important. Et je pense qu'il faut garder cette eau-là pour ces usages-là. C'est-à-dire la boisson à l'hygiène corporelle, il faut continuer à utiliser de l'eau potable. Et l'intérêt de la récupération et utilisation d'eau de pluie, c'est de l'utiliser pour des usages non normes. Aujourd'hui, on alimente les chasses d'eau avec des eaux de pluie qu'on a simplement filtrées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, potabiliser de l'eau de pluie, ça demanderait une énergie folle et des investissements tels que ça en deviendrait aberrant. C'est-à-dire que voilà, il faut vraiment réfléchir à quelle qualité d'eau pour quel usage. Et il faut prendre l'eau de pluie telle qu'elle est aujourd'hui et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec elle. Et finalement, on a déjà un boulevard avec l'alimentation des chasses d'eau, avec le nettoyage des surfaces, avec l'alimentation du lave-linge, hein. Sous réserve de la mise en place d'un traitement et d'une atteinte de qualité A+, on peut alimenter le lave-linge avec cela. Mais en fait, enfin voilà, il faut hiérarchiser nos usages de l'eau et il ne faut pas négliger que faire de l'eau potable, c'est quand même un vrai métier. Il y a des vrais enjeux de qualité et du coup, il faut bien placer le curseur au bon niveau. Et on peut rappeler, comme tu l'as dit, que maintenant on peut réutiliser les eaux de pluie pour les chasses dans les écoles, ce qui n'était pas le cas Oui, jusqu'à très récemment. Donc c'est depuis 2024 qu'on peut le faire et c'est déjà une très belle avancée, quoi. oui. Super, merci. On arrive au bout du webinaire. Avec Lucretia, on a encore deux, trois slides de conclusion. Peut-être juste avant d'arriver à cette conclusion, on peut vous redonner la main pour peut-être une phrase de conclusion pour dire un conseil pour les collectivités qui voudraient se lancer dans un projet. Voilà, un conseil pour une collectivité qui voudrait commencer son projet de désimperméabilisation ou de gestion des eaux pluviales, quoi faire? Peut-être dans l'ordre des interventions, Lucretia et moi on finira. Franck, est-ce que du coup tu as un conseil à donner? Oui, je pense qu'il ne faut pas négliger la phase d'étude préalable.
parce que c'est ça qui va rendre le projet vertueux. Ces études, elles sont souvent financées voilà, en partie par la Banque des Territoires, mais aussi par les agences de l'eau respectives sur vos différents territoires. Attention, hein, les agences de l'eau n'ont pas forcément le même niveau d'aide, donc il faut vraiment vous rapprocher de votre agence de l'eau. Mais ouais, le premier conseil, c'est vraiment d'étudier ces aménagements et d'avoir une approche très transversale, c'est ce que je disais à un moment donné. Ce qui est important là-dedans, c'est vraiment d'impliquer toutes les parties prenantes. N'oubliez pas sur des projets nouveaux, notamment je pense avec les lots de végétalisation qui ont tendance à être grandissants dans les marchés publics, d'impliquer les services et espaces verts et de mettre tout le monde autour de la table. Sinon, ça risque de créer de la friction. Voilà, il y a vraiment un changement culturel opéré, voire même un changement organisationnel au sein des collectivités à mener, quoi. Merci. Donc, faire des études et impliquer les utilisateurs, merci. Jérémy, un conseil pour les collectivités qui voudraient se lancer un projet de désimperméabilisation? Déjà, je rejoins Franck sur ce point, j'allais le dire, puis il l'a dit finalement, c'est sortir de l'approche silo. Il faut décloisonner en fait. Et effectivement, quand on va être dans les projets de gestion de l'eau à l'échelle de la parcelle ou du bâti, ça intéresse, enfin, ça concerne plusieurs services de la collectivité. Il y a l'urbanisme, il y a le bâtiment, il y a les espaces verts, il y a le technique. Et il faut absolument regarder ces projets en total décloisonné et de A à Z. Comme je disais tout à l'heure, la récup d'eau de pluie sur une école, et ben, l'été, ça peut intéresser les services techniques pour l'arrosage ou le nettoyage des véhicules. Donc vraiment penser décloisonner et, euh, et n'hésitez pas à faire appel à des professionnels. Il y a des professionnels pour accompagner les collectivités sur ces sujets-là et notamment sur la mise en œuvre des systèmes de récupération d'eau de pluie. Je fais un petit clin d'œil. Il existe un label chez les professionnels, le label Quali-Pluie, où les artisans installateurs sont qualifiés, sont formés et disposent des assurances décennales adéquates pour réaliser ces travaux-là. Donc n'hésitez pas à aller chercher les bons professionnels pour vous accompagner. Merci. Donc, décloisonner et trouver les bonnes compétences. David, vous qui avez donc suivi le projet à Lancieux, selon votre retour d'expérience, un conseil pour d'autres collectivités qui voudraient faire pareil? Oui, moi le conseil, c'est vrai que les études sont très importantes, mais en général, c'est des projets qui vont assez vite et donc il faut vraiment penser à l'après-travaux, à la manière dont le projet après est confié aux équipes enseignantes, aux services techniques. Il faut vraiment penser à l'usage à l'exploitation après travaux. Parce que c'est souvent, c'est ce qui est le plus important en fait, c'est ce qui va rester. Et autant les travaux, ça va vite, autant la 1re phase, après travaux, ça peut facilement durer 1 an, le temps que chacun s'approprie. Mais pour avoir discuté avec, Françoise, la directrice de l'école, plus personne ne reviendrait en arrière aujourd'hui. Ça crée des valeurs chez les enfants qu'on n'avait pas avant, en termes de créativité, d'autonomie et on observe même de la transmission entre les grands et les petits, entre les grands qui quittent l'école pour le collège et les petits qui arrivent. C'est vraiment des valeurs qui se créent autour de ce genre de projet. Merci. Bah, du coup, ouais, non, très pratique ce concept. Donc, l'exploitation et les usages, quoi, les usagers. Merci. Lucretia, qu'est-ce que tu veux, toi, donner comme conseil? Mais moi, j'ai déjà un conseil, c'est n'hésitez pas à vous inscrire sur aquagir.fr justement pour bénéficier en fait, d'une heure du temps aussi d'Adopta. On a un partenariat avec eux qui vous permet en tant que collectivité de bénéficier de leur accompagnement. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est complètement gratuit, c'est à votre disposition. Donc si vous commencez votre projet, ça peut être un bon moyen aussi de cranter. Donc voilà. Si vous vous inscrivez au programme, vous avez ça directement à votre disposition. Et peut-être une deuxième chose qui est dans une des slides d'après, qui est que si vous êtes un nouvel élu, on vous invite aussi à une série de 3 conférences sur la qualité de l'eau, comment prendre en main en fait cette compétence au niveau de votre interco ou votre commune ou votre syndicat. Donc n'hésitez pas à participer. C'est le 2 juillet de 16h30 à 18h. C'est le premier opus qui va être plutôt sur les enjeux systémiques et on ira creuser les solutions curatives et préventives dans le deuxième opus et le troisième opus.
Max, je te laisse Merci. faire la Euh, conclusion sur le campus. Ouais, merci. Je vais aussi faire l'instant promo. Bah, du coup, peut-être moi aussi, je dois donner un conseil. C'est pareil, rejoignez EduRénov si vous l'avez pas déjà fait. Donc, c'est gratuit et c'est pas engageant et on peut vous apporter des accompagnements, notamment des études. Donc, on peut vous financer des études pour avoir une première amorce pour pouvoir penser végétalisation, désimperméabilisation, mais aussi peut-être un conseil là-dessus, plus sur le projet. Essayez de penser un projet global à l'échelle du bâtiment et de la parcelle, ne pas opposer végétalisation de la cour ou rénovation thermique du bâtiment. Idéalement, ça coûte plus cher, mais faire un projet global qui intègre les deux, à la fois la thermique du bâtiment, les équipements économes et la végétalisation, des imperméabilisations de la cour. Évidemment, ça coûtera plus cher, mais ce sera plus qualitatif de faire un projet global et on peut vous accompagner après, Banque des Territoires, sur des solutions de prêt pour pouvoir faire un investissement plus important qui sera lissé dans le temps. Donc, ça vaut le coup de penser à un projet global, forcément, pour le confort d'été, la gestion des eaux, etc. Et on vous invite à un événement qu'on fait le mois prochain, début juillet. C'est notre événement national. Ça aura lieu à Lille. Et on invite toutes les collectivités qui ont des projets de rénovation de bâtiments. On va parler voilà, de gestion de projet, de confort d'été, de désimperméabilisation, de financement. Et on a toute une journée ensemble, beaucoup de retours d'expérience. Voilà, on vous met tous les liens dont on vous a parlé dans un mail qu'on fait partir aujourd'hui avec l'enregistrement du webinaire et la présentation. On a fini la présentation. On vous rappelle juste que voilà, Lucretia et moi, on travaille sur des programmes nationaux, mais aussi partout en France, il y a des directions régionales de la Banque des Territoires qui sont à votre disposition pour échanger avec vous sur vos projets, pour vous conseiller, pour vous apporter des solutions d'ingénierie et des solutions de financement. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter la Banque des Territoires. On vous conseille, on est là pour vous aider dans vos projets. Et voilà, on a fini avec un tout petit peu de retard, mais le programme était assez riche. Donc un grand merci à nos intervenants du jour. On espère que la présentation a été appréciée. On vous envoie tous les éléments dans la journée. Merci beaucoup. Merci à vous tous. À bientôt. Merci.